Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait la plus grande découverte scientifique de tous les temps. Alors ce n'est pas une découverte technique, ce n'est pas un progrès technique qui a permis à l'humanité de progresser, mais c'est une découverte scientifique sur le fonctionnement de l'humanité et ce qui est à la base de l'homme. J'ai fait une observation fortuite qui a changé complètement ma compréhension du monde et votre compréhension du monde si vous continuez à m'écouter ou si vous me suivez depuis des années. Donc comme toutes les découvertes scientifiques, elles se font en général par hasard. Bien sûr, il y a un chemin de vie que nous suivons tous qui nous mène à être plus ou moins réceptifs à certaines choses de notre environnement, mais je vais vous expliquer comment cette découverte scientifique qui bouscule notre compréhension de l'homme, de l'humanité, de l'intelligence humaine, de ce qui fait l'homme, de ce qui fait la spiritualité humaine, hein, cette découverte scientifique est à la base de la compréhension de notre humanité et de ce que nous sommes réellement. Alors comment j'ai fait cette découverte? Alors c'est simple, moi je vis en Hongrie. Là je suis à Gyula, petite ville du sud-est de la Hongrie, à la frontière roumaine, pas très loin de la Serbie, un tout petit peu plus loin de l'Ukraine. Donc je suis sur la frontière sud-est de la Hongrie. Et là, je vis dans une plaine, une vaste plaine, la Puszta, qui est baignée de soleil l'hiver et l'été et glacée l'hiver. Alors comme les Hongrois ont une tradition, la tradition des bains, ce que j'ai aimé dans ce pays, c'était les bains. C'était aussi les hommes, puisqu'on va dans un pays, on s'y installe parce qu'on aime la population. En tout cas, on s'entend avec cette population, même si j'aime l'humanité dans son ensemble et ses différences. Il se trouve que je m'entendais bien avec les gens de là-bas qui m'ont accueilli quand j'étais encore pauvre et quand j'étais encore inconnu du grand public, avant de devenir un auteur célèbre vendu dans le monde entier. Alors j'avais emménagé en Hongrie avec les premiers gains de mes livres, et j'avais emménagé dans cette petite ville du sud de la Hongrie qu'on appelle Gyula, qui est une ville thermale. Et là, ma maison est à côté des thermes et j'allais tous les jours nager, me reposer à la piscine. Et c'est pour ça que j'aime ce pays aussi, c'est parce que j'ai une qualité de vie qui me convient et que j'aime me prélasser dans les bains chauds l'été et aller faire mon kilomètre de natation au relax sous le soleil de Hongrie. Alors j'étais là dans cette piscine, dans ces grands thermes de Gyula, et je me reposais en regardant les filles, en regardant les gens, et je sortais de mon bain chaud, baigné de soleil, j'étais là, puisque c'est de l'eau thermale, je regardais les gens, puis les Hongrois, ce sont des gens qui ont un peu d'humour, ils aiment avoir des t-shirts humoristiques, et là je vois passer un gars, et vous allez voir là, comme c'est quelque chose de très profond en vérité, ce qui est arrivé, je vois passer un gars devant moi avec un t-shirt, je le vois arriver vers moi, il a un t-shirt avec écrit, et je vais vous montrer, voilà, ça c'est un t-shirt. Alors à l'époque ils étaient noirs les t-shirts, j'en ai acheté un récemment. Yevuk, ça veut dire je viens. Je vois passer le gars, je dis oh, tiens c'est marrant, Yevuk, un t-shirt, et je le vois qui passe derrière moi avec le t-shirt écrit Mediek. Et là, j'ai l'illumination et je comprends tout d'un coup. Tout mon chemin de vie, toutes mes expériences, toute ma compréhension du monde d'un seul coup, tout fait sens, et je comprends l'humanité, je suis projeté spirituellement dans le passé, je suis projeté à l'époque des premiers hommes bipèdes de savane, les australopithèques, et là je vois passer ces petits hommes, et je comprends que l'homme, ce qui fait l'homme, c'est le langage, mais pas uniquement le langage, parce que tous les animaux ont un langage, tous les animaux peuvent exprimer des émotions, peuvent exprimer des sentiments, la peur, la joie, l'amour, le besoin de manger ou de se reproduire, mais ils n'ont pas ces notions de temps qui sont le propre de l'homme.
Et ces notions de temps, je percute tout de suite et d'un seul coup, je me retrouve en Afrique, à l'époque où les australopithèques arpentaient la savane, et je vois ces petits primates bipèdes se déplaçant et indiquant avec leurs mains, libérées de la locomotion, puisqu'ils étaient bipèdes, les directions, indiquant où ils vont. Je vais. Et d'où ils viennent, je viens. Alors évidemment, ils n'ont pas un langage développé, mais le fait de se déplacer bipède en voyant les membres supérieurs et de pouvoir indiquer où tu vas et où tu vas, d'où tu viens, je vais, je viens, fait la supériorité de l'homme et cette gestuelle, ce pointage, c'est ce qui a permis à l'humanité d'apparaître, de se complexifier et de devenir cet organisme qui a colonisé toute notre planète et qui peut-être colonisera le monde. En tout cas, qui le désire grâce à ce langage complexe donné par la bipédie et par cette capacité de dire non pas uniquement je suis, ça c'est la conscience, je suis, mais aussi je serai, je vais, et j'étais, je viens. Quand tu indiques où tu vas et où tu viens, tu indiques le passé et le futur, et tu peux à ce moment-là communiquer avec tes compagnons, avec tes proches, et parler du passé ou parler du futur. Tu peux donc, à ce moment-là, repenser au passé, les animaux y pensent, mais l'exprimer dans ton langage et permettre aux autres de comprendre ce que tu as vécu et d'enseigner par ces notions de temps des actions passées qui t'ont permis de survivre et de faciliter ta vie. Et tu peux aussi parler du futur et ce qui est énorme, c'est-à-dire en groupe, pouvoir organiser, préméditer des actions par ce langage qui contient des notions de temps. L'homme, avec l'éléphant, mais d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus primitive pour l'éléphant, l'homme est le seul animal à être capable, non pas de penser au passé et de penser au futur, mais d'être capable de l'exprimer dans son langage. Et c'est ce qui fait l'homme dans sa totalité, c'est ce qui fait l'homme dans sa spiritualité, parce que la spiritualité humaine découle directement de ces notions de temps dans le langage. Ces notions de temps dans le langage ont structuré l'esprit humain et ont fait de l'homme ce que nous sommes actuellement. Alors, ce qui est formidable, c'est de comprendre que cette morphologie bipède, capable d'indiquer des directions, de voir où il va et où il vient, de voir, d'indiquer où il va et où il vient avec ses mains, ont permis à l'homme d'être homme. Mais elles ont permis ce langage parce que quand tu indiques où tu vas, tu peux mettre un son dessus, ho ho, tu indiques d'où tu viens, ha ha, tu enlèves ces gestes et tu te retrouves avec des sons dans ton langage permettant d'indiquer le passé et le futur, permettant de devenir un animal capable de parler, de raconter des histoires par ces notions de temps. C'est ce que disait Harari, l'homme est capable de raconter des histoires, mais il n'a pas poussé jusqu'au bout la compréhension. C'est les notions de temps, c'est-à-dire quelque chose de très basique, qui sont la base de l'humanité, et c'est ces notions de temps qui permettent de raconter des histoires, c'est-à-dire d'expliquer aux autres ce que tu as fait, ce que tu as vu, et d'imprimer dans leur mémoire, donc de grossir leur connexion neuronale, des attitudes, puisqu'ils vont penser, tu parles du passé, donc tu vas leur enseigner, en fin de compte, le passé, tu vas grossir en eux des connexions neuronales
correspondant à des actions que tu as toi-même vécues. Vous savez que l'enseignement se fait par les neurones miroirs, et ce que tu racontes à un enfant ou un jeune enfant, il le vit dans sa tête. Hein, tu lui parles, tu lui dis que tu vas courir, que tu lèves un bras, ça s'appelle l'enseignement psychotechnique, hein, psychomoteur, c'est ce qu'on appelle ça en sport, hein, donc tu visionnes ce que tu vas faire, en fin de compte tu grossis les connexions neuronales correspondant aux gestes et aux attitudes que tu vas voir, mais aussi aux pensées que tu dois avoir à ce moment-là, et tu fais un enseignement non pas uniquement en réflexes conditionnés, mais par le langage, tu crées des réflexes conditionnés en transmettant cet enseignement. Et c'est ces notions de temps qui permettent de parler du passé et aussi donc de grossir les connexions neuronales, de générer un enseignement, donc des réflexes conditionnés, hein, dans le cerveau de ceux à qui tu parles, qui leur permettront d'être plus efficaces par ce langage, mais aussi par ce langage et ces notions de temps, d'envisager l'avenir à plusieurs et de préméditer des actions qui vont donner aux hommes cette capacité à surprendre leur proie, leurs prédateurs, et à organiser leur conquête et leur prédation sur le monde. Donc, ces notions de temps sont à la base de l'humanité et c'est ce qui fait l'homme. Mais tout ça va plus loin puisque ces notions de temps données par le langage, hein, cette capacité de dire je suis, mais j'étais et je serai surtout, te projettent par ce verbe, hein, te projettent spirituellement dans un passé mémoriel, mais aussi dans un passé onirique, dans un passé inventé, hein, avec des héros, te projette dans un futur hypothétique, te projette dans d'autres lieux et d'autres temps, et fait naître en l'homme cette capacité de concevoir l'esprit, c'est-à-dire de concevoir l'esprit sans le corps. Un animal est entier, n'est pas capable de concevoir l'esprit. Il est lui-même esprit, mais il ne se conçoit pas spirituellement, en tout cas par le verbe, dans un autre temps ou un autre lieu. Il n'a pas cette capacité de l'enseigner aux autres. Et ce verbe, cette capacité de parler du passé et de parler du futur, permet à l'homme de concevoir l'esprit décorporé, l'esprit sans le corps, qui par le verbe s'envole dans d'autres lieux et d'autres temps. C'est pour ça que l'esprit est un oiseau, hein, et que la représentation des esprits, dès que l'homme a pu les représenter, ils étaient ailés. On voit à Lascaux, très très bonne analyse d'un paléontologue qui étudie à Lascaux, on voit un homme mort qui a été tué par un bison, je crois, et à côté on voit un petit oiseau. Le petit oiseau représente l'esprit de l'homme mort, l'esprit qui s'envole, parce que l'homme se conçoit en esprit. Et cet esprit a permis aussi de calmer l'homme face à la mort, puisque ces notions de temps dans le langage projettent l'homme dans le passé, dans le futur, pour conquérir le monde à plusieurs et organiser la conquête, mais aussi projettent l'homme face à sa mort et à la finitude. C'est insupportable d'être projeté face à quelque chose qu'on a du mal à envisager, le fait d'être, de ne plus être, le non-être. Hein. Et l'homme, à ce moment-là, par cette capacité du langage à dire « je suis, j'étais et je serai », et par cette capacité de se projeter spirituellement, sans le corps, dans d'autres lieux et d'autres temps, se rassure en se disant que si le corps meurt, si le corps pourrit, si le corps disparaît, l'esprit que je projette par mon langage, par le verbe, dans le futur ou le passé, en d'autres lieux et d'autres temps, cet esprit peut survivre. Et là naît la spiritualité de l'homme, et c'est pour ça que les hommes, les esprits sont souvent représentés ailés, les anges ont des ailes, les démons ont des ailes, et qu'on peut voir visiblement sur cette peinture de Lascaux que déjà l'homme avait représenté l'esprit comme un oiseau qui s'envole. L'esprit est un oiseau puisqu'il se joue de l'espace et du temps, il se projette dans l'espace comme un oiseau par ce verbe qui est donné par ces notions de temps, donné par la bipédie. Vous voyez que c'est la structure
de l'homme, c'est le monde, le cadre physique du monde qui nous moule, c'est cette structure bipède qui entraîne cette capacité humaine à avoir des notions de temps dans le langage. Et c'est ces notions de temps dans le langage qui sont à la base de notre humanité et qui ont donné à l'homme cette suprématie sur le reste des animaux et sur le reste du monde biologique et lui ont permis de conquérir le monde. Donc, c'est quelque chose de fondamental à comprendre et c'est la plus grande découverte scientifique puisque ces notions de temps dans le langage qui font l'homme ont donné accès à la spiritualité, aux notions d'esprit et ensuite aux notions de divinité et de Dieu, puisque Dieu est esprit, Dieu est conscience décorporée qui n'a pas besoin de corps pour s'intégrer et vivre la relation à l'autre. Il est partout, omniprésent, omnipotent, en fin de compte, comme nous rêvons notre esprit quand nous nous projetons spirituellement un peu partout dans le temps et dans l'espace. Et c'est ces notions de temps qui le permettent. Et c'est fabuleux de comprendre qu'en fin de compte, le monde génère un petit primate de savane qui va, en indiquant où il vient et où il va, je viens, jövök en hongrois, je vais, megyek, je viens, jövök, je viens, jövök, et je vais, megyek. Voilà. Et ça, c'est formidable de simplicité, et c'est ça qui va changer, en fin de compte, c'est cette découverte scientifique qui va, avec le temps, faire changer la compréhension du monde et faire comprendre à tous les hommes, de quelque religion qu'elle soit, notre spiritualité et la cause de notre spiritualité. Au commencement était la parole, au commencement était le verbe. C'est dit dans les textes religieux, c'est le verbe qui fait l'homme. Quand Moïse est en face de Yahvé, il demande à Yahvé, dans ce buisson ardent, qui es-tu? Cette représentation de l'énergie initiale du monde. Et Dieu lui répond, je suis celui qui est. C'est-à-dire cette capacité d'exprimer qui tu es. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus profond. La notion de Dieu, toutes nos religions, toute la théologie, toute notre spiritualité, et sont basées sur ces notions de temps. Voilà. Et ça, c'est ce que je voulais expliquer. C'est la plus grande découverte scientifique de tous les temps. Alors, ce n'est pas une découverte technique, mais qui entraîne, en fin de compte, tout ce qui fait l'homme. Et à partir du moment où nous avons des notions de temps dans le langage, nous avons cette possibilité de pouvoir stocker beaucoup d'informations dans notre cerveau parce que cela devient utile de parler du passé et de parler du futur. Nous avons un vocabulaire qui se complexifie de plus en plus parce que ce vocabulaire devient utile au lieu de fonctionner en réflexe conditionné. Nous fonctionnons en idées, nous fonctionnons grâce à des mots qui correspondent, en fin de compte, à des situations passées, futures, et nous pouvons à ce moment-là avoir l'utilité d'une grosse mémoire. Car une grosse mémoire sans cette interface sonore, qu'on appelle le langage, et non, qui sont des compressions de données en son, comme j'ai dit tout le temps, quand tu penses à maman, quand tu dis maman, tu ne vas pas t'amuser à penser à maman avec la forme de maman, la couleur de maman, la voix de maman, la sensation de maman quand elle te touche. Donc avec tous tes sens, ça serait trop lourd à gérer. Tu vas mettre tout ce qui correspond à maman dans le mot maman. Et quand tu dis lion, ce qui était quand même quelque chose d'absolument dangereux, ça devait avoir un autre nom à l'époque, des premiers hommes de savane, tu ne vas pas t'amuser à penser lion. Quand tu parles de lion qui peut arriver, regarde le lion, il va arriver. Ça va beaucoup plus vite que penser lion, si tu penses, tu vois, le lion est compressé dans ce mot lion, c'est une interface sonore qui permet de parler, de penser plus rapidement, parce que tu ne penses pas au lion avec son odeur, avec la sensation de ses griffes ou la sensation de son poil,
et la forme du lion, la couleur du lion, l'odeur du lion, le bruit du lion. Non, tu mets lion dans un mot et à ce moment-là, tu peux parler très vite et échanger des données fondamentales pour où chasser le lion, où fuir le lion et survivre en envisageant à plusieurs, ou même toi-même dans ta tête, comment tu vas faire pour pouvoir éviter ce lion. Donc tu te parles à toi-même extrêmement rapidement et nais grâce à ces notions de temps et à ces compressions de données en mots, la capacité pour l'homme de parler dans sa tête en faisant un dialogue interne entre plusieurs personnalités que tu te seras créé. Et tu vas sans dire est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, tu seras tantôt l'homme, le bon, le bon social qui veut le bien du groupe, tantôt la sociale qui voit ses propres intérêts, les deux discutant et cherchant la voie du milieu pour que l'homme survive, mais que le groupe ne soit pas détruit. Donc ces notions de temps dans le langage et ces mots, ces compressions de données en mots permettent de voir apparaître l'esprit humain comme un foisonnement d'individus, de personnalités internes qui dialogueront. L'esprit humain, il est extrêmement complexe puisque c'est un ensemble de personnalités qui, grâce au langage, aux notions de temps et aux compressions de données en mots, peuvent discuter à l'intérieur de la tête. Et c'est ce qui fait la puissance de l'homme, mais aussi sa fragilité. Puisque quand tu discutes à l'intérieur, tu envisages des avenirs possibles. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ci? Et alors, c'est l'ange qui parle aux démons, dans Tintin par exemple. Mais oui, l'homme est fait de plusieurs personnalités qui discutent entre elles. C'est la thèse, antithèse qui permettent à l'homme de comparer plusieurs solutions pour s'en sortir. L'animal marche en général en réflexe conditionné. Il est entier, ton chat ou ton chien, ou votre chat ou votre chien est un être entier. On dit les animaux sont entiers, ils pensent à l'avenir, au passé, ne l'expriment pas, mais n'ont pas ce dialogue interne qu'ont les hommes. Les hommes se construisent en personnalités multiples, ce qui leur permet d'avoir une analyse par le système de thèse-antithèse donné par les notions de temps et les compressions de données en mots. Et vous voyez qu'à ce moment-là, l'homme, plus son vocabulaire se développe, plus des progrès technologiques, on va dire, dans des outils linguistiques apparaissent dans son langage, plus son cerveau se développe et plus son cerveau grossit parce qu'il peut à ce moment-là avoir une grosse mémoire utile parce qu'elle fonctionne rapidement. Le problème d'un animal qui aura une grosse mémoire, à part l'éléphant bien sûr, c'est qu'une grosse mémoire, un gros cerveau prend beaucoup de place et consomme beaucoup d'énergie. Et s'il fonctionne lentement, s'il n'a pas ces notions de temps dans le langage et cette interface sonore qu'on appelle les mots, donc des compressions de données sensorielles en mots, en sons, il est inutile parce qu'il fonctionne trop lentement, sauf s'il est énorme et il n'a pas de risque d'être attaqué. Alors, les éléphants, j'ai fait une vidéo dessus pour l'expliquer, pour comment ça fonctionne. C'est intéressant de comprendre que l'éléphant, c'est le seul être qu'on pourrait appeler humain sur Terre, en dehors de l'homme, mais que l'humanité est faite comme cela. Et c'est pour ça que le cerveau aussi puissant de l'homme est si fragile aussi, parce que des fois, ces personnalités multiples que font l'homme peuvent s'affronter, certaines peuvent disparaître, être absorbées par d'autres tout en restant à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de troubles psychiatriques chez les hommes qui sont dus un peu comme les grosses berlines allemandes avec leur électronique souvent à une hyper sophistication de notre petite cervelle avec ces multiples entités nous permettant des dialogues internes pour analyser le monde et résoudre des problèmes pour survivre. Mais notre complexité fait notre fragilité. Et les cas de possession, les cas de dissociation sont le propre de l'homme, ou de ce qu'on appelle vulgairement la schizophrénie, mais ce que les médecins vont te dire, le psychiatre, non, c'est de la dissociation, c'est-à-dire entre deux personnalités, même parfois plusieurs, comme les psychopathes, les tueurs, qui peuvent être très gentils, puis des fois qui basculent dans un être totalement asocial. C'est parce que notre esprit crée, grâce à ce langage, ces notions de temps, plusieurs individus en eux, le bon, l'ange, et le mauvais, le démon, où tu peux être le héros, tu peux, par ces neurones miroirs, te créer des personnalités en essayant de ressembler à un tel ou un truc, et
ton papa, à ta maman, à ton ami. Tu te crées des modèles internes qui eux-mêmes discuteront dans ta petite cervelle pour essayer de trouver des solutions à ta survie et à la survie du groupe. Tel est l'homme, cet être spirituel, façonné par les notions de temps dans le langage et par les compressions de données en mots. Et c'est ça qui fait l'homme et rien d'autre. L'esprit est un oiseau, hein. L'esprit s'envole et ce qui fait l'homme, ce sont les notions de temps dans le langage. Et de ces notions de temps découle toute l'humanité, découle notre supériorité, hein, sur ce monde biologique, hein, qui nous permet, grâce à ces notions de temps, de pouvoir, à plusieurs, envisager des actions futures, préméditer des actions, mais aussi pouvoir, à plusieurs, parler du passé et du futur, ou du passé plutôt, pour pouvoir, à ce moment-là, se remémorer des actions, hein, des histoires qui sont positives au groupe et qui permettent d'éviter aux individus qui n'ont pas encore été confrontés à certains problèmes, d'avoir déjà des espèces de réflexes conditionnés face à ces problèmes futurs qu'ils n'auront pas encore affrontés, puisque c'est le temps, hein, mais qu'ils auront imaginé grâce à ce que leur racontent leurs proches, leurs amis, leurs parents, le chaman du village ou Fred de Lavier. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment tout cela fonctionne. Je pourrais même vous expliquer la magie du feu, pourquoi le feu nous fascine. Hein, tout ça, c'est biologique, ça n'a rien d'autre. Hein, ce n'est pas de la science, de la broscience, comme ils appellent ça. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement structuré, d'extrêmement simple à comprendre. Et quand on comprend ça, on dit « Putain, j'ai tout compris ». Mais voilà, c'était la plus grande découverte, je pense, de l'humanité. Ce qui fait l'homme, ce sont les notions de temps. On en revient toujours au temps et à l'énergie, ce qui nous rapproche de Dieu. Voilà, Dieu est esprit, Dieu est conscience. Nous sommes conscience divine, incarnée en l'homme. Et cette capacité de concevoir Dieu, d'essayer de concevoir, d'être un être spirituel, essayant de concevoir un esprit supérieur, c'est tout simplement donné par cette capacité donnée par les notions de temps à concevoir l'esprit sans le corps. C'était Fred de Lavier, je vous aime et paix sur terre.